Bienvenue dans Point de Suspension. Je suis Léa Lejeune, journaliste économique et fondatrice du média Plan Cash. Vous écoutez Point de Suspension, le podcast de l'Unédic, où toutes les 3 semaines, je discute avec un ou une experte du futur du travail. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Point de Suspension. Aujourd'hui, nous allons parler de la reconversion des diplômés du supérieur ou des cadres en plein milieu de carrière. Celles et ceux qui quittent un bureau et des horaires pour se lancer dans l'artisanat, dans les métiers manuels. Une reconversion inattendue mais qui devient de plus en plus fréquente depuis le Covid. Pour discuter de cet enjeu, je reçois aujourd'hui Antoine Dain. Vous êtes docteur en sociologie et chercheur au LARES. C'est le laboratoire de recherche en sciences sociales. Et Antoine, vous avez publié une thèse sur les reconversions professionnelles des travailleurs et des travailleuses plutôt très qualifiés vers l'artisanat. Thèse résumée dans un article publié dans la revue Formation Emploi, intitulé « Une quête de sens, construction du sens par des reconvertis dans l'artisanat » et dans lequel vous interviewez des ex-travailleurs intellectuels ayant bifurqué. Bonjour Antoine Dain. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, si on regarde les statistiques, environ 21% des actifs préparaient une reconversion en janvier 2023. Et il n'était que 10% à avoir effectivement passé le cap 10 ans plus tôt. On voit donc une recrudescence. Pourquoi une telle recrudescence ? Alors effectivement, on constate qu'il y a une augmentation des mobilités professionnelles, mais qui est en fait beaucoup plus nuancée que ça. Donc il faut faire assez attention aux chiffres qui reviennent régulièrement sur ces reconversions. Et qui peuvent en fait découler de questions différentes. Ça peut être le pourcentage de Français qui pensent à une reconversion, qui ont déjà envisagé de se reconvertir. Donc en fait, sur ces 21%, préparer une reconversion, ça peut désigner des situations assez différentes. Ça peut être commencer à réfléchir, à se renseigner, ou au contraire avoir entrepris des démarches, fait un bilan de compétences, commencer une formation. Si on regarde un petit peu de plus près les personnes qui se reconvertissent effectivement, en fait, les chiffres sont plus modestes. Ils seront de combien à peu près ? En gros, on a une étude du CIREC notamment qui montre que si on prend en 2015, où on avait un tiers des salariés qui souhaitaient se reconvertir, qui faisaient part d'un souhait de reconversion, 4 ans plus tard, en 2019, c'était seulement un tiers de ceux-là qui s'étaient reconvertis, donc en fait environ 10%. Environ 10%. Il n'y a pas de recrudescence depuis le Covid alors ? Alors il y a une petite augmentation, mais très faible. Et en fait, effectivement, on a beaucoup dit que le Covid avait pu avoir un effet déclencheur. En fait, ce dont on parle moins, c'est qu'il a aussi pu dissuader ou freiner certaines reconversions qui avaient été entamées avant. Donc en fait, si on fait la somme, il n'y a pas un effet très très net d'une très très forte hausse des reconversions. Mais du coup, on peut dire quand même qu'il y a un changement de société. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'idée qu'on ne fait plus le même métier toute sa vie, c'est quand même malgré tout imposé. Est-ce que vous voyez ça dans vos travaux ? Ouais, alors d'un point de vue normatif, en fait, institutionnel, c'est très clair. Si on regarde un petit peu le cadrage de l'action publique autour de ça, avec une loi qui est emblématique de ce point de vue, qui est la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Donc il y a effectivement des injonctions très fortes aujourd'hui à être autonome dans la construction de son parcours, à faire preuve de prise d'initiative, à responsabiliser beaucoup les individus. Et donc, on encourage beaucoup les mobilités professionnelles. Après, cette norme institutionnelle, on va dire, c'est pas une norme statistique. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui reste la norme d'un point de vue statistique, c'est plutôt la stabilité des carrières. Et une autre nuance qu'il faut apporter, c'est que ces injonctions à la mobilité, elles s'appliquent pas de la même manière à tout le monde. Et donc, on retrouve des inégalités là-dessus où, en fait, les profils les plus qualifiés sont aussi, et les plus dotés en différentes ressources, notamment économiques, sont les personnes qui vont pouvoir répondre à ces injonctions, qui vont pouvoir avoir un rapport autonome à la mobilité, à leur carrière, alors que les travailleurs et travailleuses les moins qualifiés vont subir un peu plus ces injonctions où à la mobilité, ça va pas forcément être une réalité pour eux et les mobilités vont plutôt concerner des sorties de l'emploi, par exemple. Oui, d'accord. Donc, il faut le regarder de 2 manières différentes. Donc là, on va faire un focus sur ce que vous avez étudié, plus particulièrement les reconversions vers l'artisanat. Est-ce qu'elles sont volontaires ou subies par des salariés ou cadres au chômage, par exemple ? Alors, en ce qui concerne, moi, ma population d'enquête, donc j'ai interrogé 55 personnes reconverties dans l'artisanat. Et pour l'immense majorité, c'était choisi.
au sens où on n'était pas dans une situation de personnes au chômage depuis longtemps et qui parvenaient pas à retrouver un emploi en accord avec leur qualification. Et donc j'ai 2 exemples en fait de personnes qui avaient un peu des difficultés d'insertion ou de stabilisation, notamment une artiste plasticienne qui s'est heurtée aux difficultés du monde de l'art, et puis une psychologue mais qui travaillait plutôt dans le secteur associatif, qui est aussi réputée pour correspondre à être précaire avec des contrats courts, etc. Mais sinon, c'est globalement choisi, et ce qui ressort, c'est que en fait, ces reconversions un peu radicales, elles demandent beaucoup de ressources, elles demandent beaucoup de préparation. Donc en fait, on a plutôt des personnes qui décident de se reconvertir à un moment où elles ont une position assez stable, donc un moment où elles peuvent bénéficier du chômage, commencer à préparer leur reconversion alors qu'elles sont salariées. Donc pas du tout des personnes contraintes par un licenciement, par exemple. D'accord, donc ça c'est un premier élément. Aussi dans votre recherche, dans votre échantillon, vous êtes focalisé que sur des personnes qui étaient en cours de reconversion, donc qui étaient encore actives à ce moment-là. Et aussi, quel âge, de quelle génération sont issues les personnes que vous étudiez? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se dessine? En fait, elles sont déjà reconverties, hein, les personnes que j'ai enquêtées. Effectivement, elles vont commencer à exercer le nouveau métier. Et donc, en fait, c'est vrai que ça ressort dans ma population d'enquête, c'est plutôt des personnes assez jeunes. La plupart de mes enquêtés avaient dans la trentaine et avaient entamé leur reconversion effectivement au tournant entre 25 et 35 ans en gros. Et ça correspond en fait aux quelques chiffres qu'on peut trouver où il y a relativement plus de reconversions dans cette tranche d'âge, 25-35, et relativement moins en fin de carrière pour les plus de 50 ans. D'accord, on sait pourquoi? Alors, une explication possible, c'est que en fait, 25-35 ans, c'est l'âge où on peut commencer un peu à renégocier l'articulation entre vie professionnelle, vie familiale. C'est le moment où on commence à avoir des enfants, à se mettre en couple, et où il y a des arbitrages à faire. Et donc, ça peut être un des enjeux qui est de se dire, bon, bah, en fait, si je veux changer de vie professionnelle, c'est le moment, parce qu'après, il y aura ce qu'on appelle parfois des paris adjacents. C'est-à-dire, j'ai misé sur la vie familiale et du coup, c'est plus difficile de tout bouger dans la sphère professionnelle. Quelles sont les motivations de ces personnes qui sautent le pas, celles qui étaient dans des cadres plutôt classiques et qui repartent vers l'artisanat, l'indépendance artisanale? Alors souvent, c'est traité beaucoup sous cet angle-là. Il y a cette idée de quête de sens. Donc ça revenait beaucoup dans les discours de mes enquêtés, l'idée de renouer avec un métier qui aurait plus de sens, dans lequel on s'épanouirait plus. Souvent, j'avais quand même aussi des enquêtés qui prenaient un peu de la distance par rapport à ce discours-là, justement parce qu'ils l'avaient beaucoup entendu. Ils disaient « ouais, quête de sens, je sais pas, c'est quoi le sens ?» Donc on voit aussi que les gens lisent ce qui se dit au sujet de ces reconversions, ont un rapport un peu réflexif vis-à-vis de tout ça, et en même temps ils reviennent quand même en disant bah oui, au fond moi ce qui me motivait, c'était quand même de faire un métier dans lequel je me sentirais plus épanoui. Donc il y a un vrai rapport au travail derrière qui s'exprime de recherche d'épanouissement en fait dans l'activité professionnelle. Est-ce qu'il y a un rapport à la vocation aussi, à vraiment sentir un appel d'aller vers autre chose? Puis une autre question que moi je me pose souvent, est-ce que finalement ces cadres, ça va être des personnes qui vont monétiser leur hobby, leur passe-temps, les choses qu'ils font d'un point de vue manuel pour aller se professionnaliser? Alors la notion de vocation, pour le coup, j'ai plutôt cherché à la déconstruire dans ma thèse. Parce qu'en fait, ce qui ressortait, c'est qu'il n'y a pas vraiment de vocation. Alors, il y a des choses qui ont pu être écrites sur les reconversions pour aller chercher une vocation derrière. En fait, moi, ce que je voyais, c'était qu'il y avait un attrait un peu général pour l'artisanat et ce que ça représentait en termes d'indépendance professionnelle, de travail manuel, mais pas une vocation pour un métier précis. Et très souvent, quand je reconstruisais avec mes enquêtés le processus un peu de décision, ce qui ressortait, c'est que on avait une idée globale de reconversion, mais après, pour choisir, par exemple, dans le bâtiment, plutôt tel métier que tel autre, ça s'est fait un peu par tâtonnement, par ajustement, des fois avec des enjeux matériels aussi, crèmerie, fromagerie, ce sera plus facile et ça paiera mieux que boulangerie. Donc, il y a vraiment des arbitrages comme ça. Il y a des choses aussi où il faut un capital de départ pour se lancer. Voilà. Ou des formations plus difficiles, hein. Donc il y a plein d'arguments alors pas vocationnels du coup, mais liés au goût des enquêtés et liés à des facteurs matériels, à des contraintes de formation qui font que c'est moins une vocation qu'un tâtonnement pour trouver le bon métier qui permettra de satisfaire un peu ce rapport au travail où on cherche à s'épanouir. D'accord, et donc il n'y a pas d'exploitation des hobbies préexistants ou...
Alors pas vraiment. Ce qui est amusant, c'est qu'en fait, comme il y a la situation d'entretien les met en position de se justifier, donc souvent mes enquêtés disaient oui, mais moi c'est vrai que j'ai toujours aimé bricoler, j'ai toujours mangé beaucoup de fromage, donc la fromagerie c'était une évidence. Mais c'est un peu léger pour justifier une reconversion radicale. Oui, moi aussi j'adore le fromage et je suis pas prête à Voilà. sauter le pas. Et alors ce qui est frappant aussi, c'est que en fait entre la passion ou le goût pour une activité et le fait d'en faire une activité professionnelle, il y a quand même un vrai gap qualitatif, pardon. Et ça, j'ai 2 enquêtés boulangers notamment qui le soulignaient bien en me racontant que quand ils prenaient leurs vacances, ils recommençaient à faire du pain pour eux-mêmes et pour leur famille en petite quantité, et que c'était le soulagement de plus devoir sortir X pains et chaque jour pour les vendre en fait. Donc le fait de professionnaliser l'activité, paradoxalement, ça peut mettre à distance la passion et faire qu'on a un rapport un peu différent à ce qu'on avait pu commencer à faire pendant le Covid, par exemple. Commencer à faire son pain, se dire qu'on y prend goût et vouloir en faire un métier. C'est 2 choses assez différentes. Donc là encore, une idée reçue que vous cassez. Comment ces reconversions perturbent-elles l'ordre social attendu ? Parce que c'est vrai que quand on a fait des études, commencé à travailler dans une grande carrière en entreprise traditionnelle, il y a des attentes sociétales qui sont projetées sur les parcours. Alors moi, ce qui m'avait frappé au début de ma thèse, c'était la mise en lumière médiatique qu'il y avait autour de ces reconversions. Il y avait eu l'ouvrage de Matthew Crawford, L'éloge du carburateur, d'un philosophe qui devient réparateur de motos, qui a eu beaucoup de succès. Il y avait eu Arthur Lockman qui est philosophe, je crois, et qui est devenu charpentier, qui était invité beaucoup sur les plateaux. Donc il y avait une sorte de fascination un peu pour ces bifurcations professionnelles. Et souvent, ce qui ressortait, c'était qu'il y avait quand même cette idée que ça demandait beaucoup de courage, beaucoup d'audace, que ça allait un peu à contre-courant. Je pense d'autant plus que ces métiers, donc moi c'était des métiers du bâtiment, de l'artisanat de bouche, c'est des métiers qui sont réputés peu qualifiés, pénibles, difficiles. Quand on se met à son compte, ça veut dire qu'il faut aussi gérer tout ce qui a trait à la gestion d'entreprise. Ouais. On pourrait penser, moi c'était mon hypothèse de départ, c'est de se dire qu'il y a potentiellement un déclassement quand on passe d'un emploi salarié, cadre, prestigieux à un emploi indépendant avec moins de sécurité, plus pénible physiquement, moins prestigieux. Ça, effectivement, c'est surprenant, ça va à contre-courant et je pense que ça justifie qu'il y ait eu cet intérêt, cette mise en lumière de ce type de mobilité. Alors, vous utilisez dans votre article l'expression bifurcation descendante. Donc là, pour le coup, pour moi, ça rejoint un peu l'idée du déclassement. Comment ces personnes arrivent à échapper à ce sentiment de déclassement alors qu'elles vont vers des métiers qui nécessitaient moins d'études et qui, en théorie, rapportent moins ? Ouais. Alors, cette notion de bifurcation descendante ou de déclassement, justement, je l'avais posée comme une hypothèse pour voir si c'était vécu comme tel et si ça tenait quand on rentrait dans le détail. Il s'avère qu'en fait, la réponse est plutôt non. Alors, pour 3 ensembles de raisons. Une première qui est liée justement à cette médiatisation, à cet intérêt qui fait qu'en fait, ça commence à devenir valorisé finalement. Il y a des profits symboliques à faire valoir son courage, son audace à changer de métier. J'ai un enquêté chez qui c'est frappant qui me dit quand il était ingénieur du son, il est devenu fromager et il explique que quand il a annoncé à sa mère, elle était dégoûtée et que quelques années plus tard, elle est revenue le voir en disant j'ai le fils d'une amie, là il va devenir boulanger, c'est bien ce que vous faites. Elle avait complètement changé de discours parce que je pense que c'est rentré un peu dans notre paysage mental comme quelque chose de valorisé. C'est intéressant parce qu'on ne fait pas autant les louanges de personnes qui ont choisi ce genre de vocation en début de carrière, juste après leurs études secondaires, par exemple. Tout à fait, là, c'est vraiment le fait de bifurquer qui va pouvoir être valorisé comme une prise de risque. Et alors, justement, par rapport à cette bifurcation, une deuxième raison qui fait que c'est pas un déclassement, c'est qu'en fait, j'ai pu voir que chez mes enquêtés, ils conservaient beaucoup des ressources qu'ils avaient pu accumuler, aussi bien des ressources économiques. Alors, souvent, les revenus baissent au moment de la reconversion, ça, il faut le reconnaître. Mais en fait, bien souvent, ces personnes ont accumulé du patrimoine ou peuvent s'appuyer sur des allocations chômage assez élevées du fait de l'ancien métier, ou peuvent s'appuyer sur des aides de la famille, des parents ou du conjoint ou de la conjointe qui reste salarié éventuellement et qui apporte au niveau du ménage un revenu qui reste stable, donc économique déjà. Et puis aussi les ressources culturelles où en fait on garde son niveau de diplôme, ce qui permet de pouvoir éventuellement se reconvertir si ça se passe mal. Et 2, et ça c'est frappant, j'ai plusieurs enquêtés qui le soulignaient, quand des personnes nous étiquettent comme déclassés, nous font porter le stigmate du déclassement,
Alors là, on peut faire valoir son diplôme. J'ai des enquêtés qui me disaient, souvent je précisais, oui, mais je suis pas que boulanger ou je suis pas que maçon. J'ai un bac+5, j'ai fait tel métier, voilà, j'ai eu une carrière avant. Et cette identité un peu hybride, elle a tendance à s'atténuer à mesure que le temps passe. Mais beaucoup d'enquêtés disent qu'au début de la reconversion, c'est très présent. Et que, par exemple, quand ils se présentent à des nouvelles personnes, ils disent « Je suis fromager, mais avant, j'étais ça ». D'accord, donc une perspective. À quelles conditions cette reconversion, elle est possible ou réussie? À quelles conditions elle va vraiment durer dans le temps? Alors, je dirais qu'il y a donc, faut que je précise peut-être que mes enquêtés exerçaient au moment de l'entretien et donc qu'ils avaient réussi de ce point de vue, que leur reconversion avait réussi. Enfin, en tout cas, ils n'étaient pas encore en situation de liquider l'entreprise. Donc, je pense que un élément important qui ressort, c'est que souvent, ils se sont formés, même si c'est pas systématique, et notamment formés à la gestion d'entreprise. Oui, parce que l'artisanat, ce n'est pas que mettre je cambouis, c'est aussi gérer peut-être 1 ou 2 salariés, les factures, l'URSSAF. Ouais. Et on voit des formations, je pense notamment une formation en boulangerie, où en fait, autant que la fabrication de pain, ce qui est mis en avant dans la formation, qui se dessine plutôt à des reconvertis, c'est la gestion d'entreprise, parce qu'il y a cette volonté d'éviter que les personnes viennent par passion pour le pain et ensuite soient pas en mesure de maintenir l'entreprise en vie parce qu'ils ont sous-estimé cette dimension-là du travail. Donc ça, c'est une première condition vraiment, vraiment essentielle. Alors, au moment de votre enquête, vous interrogiez des personnes qui étaient encore en poste, qui étaient en train d'exercer cette nouvelle profession, et vous dites que vous avez gardé quelques contacts avec certaines personnes qui, depuis, ont lâché. Qu'est-ce qui s'est passé pour ces personnes et quel regard elles portent a posteriori sur cette reconversion, donc ratée pour le coup? Je ne sais pas. Donc effectivement, ça donne un peu une idée d'autres conditions importantes pour se maintenir dans le métier, en tout cas. Un premier enquêté où ça m'avait frappé, parce qu'au moment de l'entretien, déjà, il y avait un peu des signes de fissures dans le discours enchanté sur la reconversion. Il me racontait que sa reconversion l'avait conduit à un divorce, qu'au cours des mois précédents, il y avait une journée où il avait travaillé 23 heures sur les 24 de la journée. Enfin voilà. C'était quel métier? Un brasseur. Un brasseur. Ah oui. Un brasseur qui gérait tout seul, avec qui j'ai fait l'entretien dans le camion parce qu'il devait faire une livraison en même temps, parce qu'il manquait de temps. Donc lui, c'était très compliqué de ce point de vue-là. Donc ça, lui, dans son cas, c'était plutôt la surcharge de travail en fait qui a posé problème. J'ai un autre enquêté qui lui était couvreur. Et j'aime beaucoup sa trajectoire, elle est assez étonnante. C'était un c'est un violoniste d'opéra. D'accord. Et qui en fait, lui, pour le coup, a commencé une formation en couverture et à la fin de la formation est retourné à son poste à l'orchestre parce qu'il s'est pas senti dans son milieu en fait. Et donc ça, c'est une condition aussi sous-estimée, je pense, c'est la distance sociale qu'on peut éventuellement, à laquelle on peut se confronter dans ces métiers, qui peut être repoussoir pour certains enquêtés. J'ai un autre exemple aussi d'un fromager qui, en fait, pareil, a fait son apprentissage en boutique avec une chef de boutique très éloignée socialement de lui. Et ça a pas du tout matché entre eux. En fait, lui, ça lui a vraiment posé problème. Ça a remis en cause sa conception du métier, le goût qu'il pensait avoir pour ce métier. Et donc, pareil, il est retourné, pour le coup, littéralement à son ancien poste, puisqu'il n'avait toujours pas été réattribué. Donc, il a rappelé son ancienne entreprise et a demandé s'il pouvait le reprendre. Mais donc, ça a complètement cassé l'image qui se faisait du métier, de se retrouver avec... de pas s'entendre, en fait, avec les personnes avec qui il exerçait. D'accord. Et moi, j'ai vu un autre cas autour de moi. Je ne sais pas si vous l'avez rencontré. C'est le cas par exemple, des journalistes qui se reconvertissent dans des métiers manuels. Est-ce que ces reconvertis vers l'artisanat, ils gardent un lien vers leur ancien job? C'est-à-dire d'anciennes missions en parallèle, par exemple au freelance, ou un engagement associatif qui ressemble, ou alors est-ce qu'ils coupent complètement les ponts avec cette profession précédente pour que ça fonctionne dans le temps? Alors bien sûr, il y en a qui vont couper les ponts, notamment. Alors je précise qu'ils n'étaient pas majoritaires, mais j'ai quelques cadres en burn-out, voilà, de désamour complet pour l'ancien métier. Mais souvent, c'est plus nuancé que ça. Et effectivement, j'ai eu quelques cas surprenants d'hybridation entre l'ancien métier et le nouveau. Je pense notamment à une enquêtée qui se définissait elle-même comme cyberfromagère. C'était une community manager, donc elle s'est reconvertie en fromagerie. Et en fait, à un moment, l'opportunité est venue tout en exerçant en boutique, gérer les comptes de réseaux sociaux, d'autres commerces alimentaires.
Et donc, elle a les deux casquettes. Donc, ça peut être soit un moyen de se construire un peu une activité sur mesure et de toucher un peu à tout, de valoriser toutes les compétences accumulées. Et puis là, on reste aussi dans quelque chose de générationnel, ce qu'on appelle les slashers communément. Ouais. Voilà, cette idée qu'on fait plusieurs choses en même temps. C'était un bon exemple. Et après, peut-être dans un format un peu plus classique, du coup, pas slasher, je pense pas que ce soit vraiment nouveau, mais des situations où on va progressivement diminuer l'ancienne activité salariée pour amortir un peu le passage à l'indépendance. Je pense à un informaticien qui se lance en maçonnerie, mais qui en fait fait des chantiers à droite à gauche, augmente progressivement le nombre de chantiers qu'il fait, mais reste salarié dans son entreprise d'informatique. Et donc il a juste réussi à négocier, à diminuer son temps de travail au fur et à mesure pour faire un peu un vase communicant. Donc dans ces cas-là, c'est plutôt des éléments qui vont leur permettre de rester. Voilà, en tout cas d'atténuer un peu le choc ou d'atténuer la bifurcation en fait, et ça, on peut penser que ça maximise leur chance ensuite de stabiliser l'entreprise et donc de pouvoir rester dans le métier. Ouais. Donc parmi les exemples que vous venez de citer, il y a donc ce fromager en reconversion qui ne s'est pas entendu avec ses collègues de travail. Justement, comment ces bifurqueurs, ils perçoivent les professionnels ou les représentants typiques, habituels de ces métiers qu'ils viennent de rejoindre ? Alors, en partie, à partir de cet exemple-là, j'en suis venu à penser que c'était aussi une condition importante sinon de réussite, en tout cas de bien-être dans le nouveau métier. Parce que ça m'a fait réaliser que la plupart de mes autres enquêtés reconstituaient, pour la majorité, une sorte d'entre-soi dans le nouveau métier. Et ensuite, en regardant un peu mon matériau, je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup qui se formaient avec d'autres convertis, qui s'associaient avec d'autres convertis, qui recrutaient d'autres convertis, alors peut-être par bouche à oreille aussi, mais qui du coup reconstituaient de véritables réseaux de reconvertis. Ce qui fait que... Alors, ça participe aussi à renforcer ça, mais je pense que ce qui se passe derrière, c'est qu'il y a une conception du métier commune. Et puis du parcours aussi, il y a cette expérience de la reconversion qui fait qu'ils se comprennent, ils pensent en tout cas mieux se comprendre. Et donc on constate qu'il y a un peu une sorte de métier parallèle, de segment du métier où les reconvertis se retrouvent un peu entre eux. Mais comment ils perçoivent les représentants officiels, entre guillemets, de ces métiers ? Alors justement, je pense que cet entre-soi, il repose sur une mise à distance de ceux qu'ils appellent les conventionnels, souvent. Donc les artisans de métier qui ont une approche un peu plus, à leurs yeux, classique. Et un résultat important de ma thèse, c'était justement qu'en fait, les reconvertis, très souvent, entendent ne pas faire exactement le même métier. Entendre se distinguer, ça peut être de plein de manières, ça peut être par rapport au type de production, faire du pain au levain plutôt que du pain à la levure, ça peut être par rapport aux manières de travailler, pour rester sur les boulangers, limiter le travail de nuit, ce qui fait qu'on travaille la journée, on n'ouvre sa boutique que l'après-midi. Ça c'est emblématique des boulangeries de reconvertis. Et donc il y a plutôt une mise à distance effectivement des professionnels, même des professionnels les plus reconnus dans le métier. Je pense à celles et ceux qui peuvent avoir le titre de meilleur ouvrier de France. Moi j'ai parfois des discours presque un peu méprisants en entretien pour dire oui ils sont mofs, ils sont meilleurs ouvriers de France, mais en fait ils ont des pratiques pas clean ou pas satisfaisantes. Et donc il y a une vraie volonté assez nette de se démarquer, de se distinguer. Et donc je pense que cet entre-soi professionnel, il se constitue sur cette base-là, sur l'idée qu'on investit un type particulier de l'activité. Une forme particulière d'exercer le métier qui fait qu'on se démarque du reste de la profession. Alors vous avez travaillé sur ces bifurqueurs, mais est-ce que vous savez à l'inverse comment ces bifurqueurs sont perçus par les artisans aux trajectoires plus classiques, par les meilleurs ouvriers de France par exemple ? Alors non, parce qu'effectivement, je me suis focalisé sur les parcours de reconversion, donc j'ai pas enquêté auprès de conventionnels, on va dire. Ce qui est intéressant peut-être pour sortir juste de l'image des reconvertis, c'est de voir un petit peu les palmarès professionnels, parce que c'est un bon indicateur en fait de ce qui peut être valorisé dans un métier. Et alors, sans exagérer l'importance que ça peut avoir, mais un palmarès comme le prix Goût d'entreprendre de la ville de Paris, qui récompense des artisans de bouche chaque année. Je me suis amusé à aller chercher un peu dans les palmarès les parcours des personnes qui étaient récompensées. Et on voit que de plus en plus, c'est des personnes reconverties. Donc cette manière d'incarner le métier, d'exercer le métier, on voit aussi que c'est celle qui s'impose comme une manière plus valorisée.
un travail qui serait supposé de meilleure qualité. Donc effectivement, ce serait intéressant de creuser un petit peu du côté des professionnels, des artisans de métier, comment ils perçoivent ça, est-ce que ça les amène à modifier leurs pratiques. Ou est-ce qu'il peut y avoir quelque chose d'un peu négatif, en fait, de voir des personnes qui viennent voler ou se réapproprier leur profession ? Ouais, je pense. Alors, pour le coup, peut-être c'est une analogie, mais qui sera peut-être parlante. En agriculture, on le voit assez bien avec les agriculteurs conventionnels, justement, qui peuvent regarder un peu de travers les néo-ruraux, qui vont prétendre importer des nouvelles pratiques, critiquer les pratiques des conventionnels, notamment par rapport à l'utilisation des pesticides, par exemple. Et donc, il y a un peu des luttes autour de ça. Voilà, il y a l'idée qu'on n'exerce pas vraiment le même métier, qu'on n'a pas la même clientèle aussi. Donc on peut penser qu'on peut retrouver ça chez des artisans qui se disent bah oui, mais enfin, par exemple sur la question des prix, des artisans qui vont se dire oui, mais d'accord, ils font pas exactement les mêmes produits, mais c'est plus cher et donc ça s'adresse pas aux mêmes clients et donc c'est plus élitiste. Enfin voilà, il peut y avoir aussi d'autres formes de disqualification. Alors au final, dans votre enquête, de quelle façon tes bifurqueurs habitent leur nouveau métier? Est-ce qu'ils sont vraiment satisfaits de ces changements de vie? En tout cas, ils le disent en entretien. Il faudrait peut-être distinguer un peu aussi après, en fonction des parcours, en fonction notamment de s'il y a eu des déménagements, en fonction de si ces personnes sont en couple, ont des enfants ou pas. En fait, il faudrait voir ce qui est investi dans le travail. Si vraiment il y a un rapport au travail où on valorise que ce soit extrêmement central et qu'on investit un peu tout dans la sphère professionnelle, ou si on cherche aussi à s'épanouir dans d'autres sphères. Et donc c'est ce que j'évoquais au début, comme on a plutôt des personnes qui peuvent commencer à investir aussi la sphère familiale, cette satisfaction, elle va se mesurer à la fois au prisme de la réalité du métier et de la réussite de l'entreprise, et au prisme des possibilités que ça donne de pouvoir développer une vie de famille épanouissante, où on a quand même un peu de temps pour sa famille, etc. Ok, alors dans votre étude, c'est plutôt rose. En tout cas, la vision qui en sort est plutôt très positive. Quand je l'ai découverte, je venais de lire une enquête du journal Le Monde d'octobre dernier qui rappelle que beaucoup de cadres fantasment une reconversion professionnelle un peu utopique, que certains se retrouvent derrière dans une spirale de précarité économique, parce que, on l'a dit, l'entrepreneuriat, la micro-entreprise, c'est difficile à gérer aussi. C'est ce que note l'ingénieure et autrice Anne Hubert, et puis une étude de UKG de 2022 qui dit que 60% des Français qui ont quitté leur emploi dans une telle reconversion d'ampleur pendant la pandémie le regrettent aujourd'hui. Comment expliquer ces allers-retours ? Comment expliquer cette désillusion de certains de ces reconvertis ou bifurqueurs ? Effectivement, je pense que ma population d'enquête était assez privilégiée à certains égards et c'est ce qui faisait qu'elle avait pu se maintenir en tout cas dans le métier jusqu'au moment où je suis allé les interroger. Et que peut-être que le fait de plus parler de ce phénomène, que ça suscite peut-être des reconversions aujourd'hui, ça peut amener des personnes qui se lancent en n'ayant peut-être pas autant de filets de sécurité et qui du coup peuvent se heurter à des difficultés liées à la gestion d'entreprise. Voilà. Donc il y a cette question aussi de la préparation à ça, au monde de l'indépendance. Donc en soi, moi effectivement, mes enquêtés étaient plutôt contents, mais je suis pas surpris par le fait qu'il puisse y avoir des désillusions. Et d'ailleurs, pour revenir au traitement médiatique un peu de ce sujet-là, moi j'ai vraiment vu la phase entre quand j'ai commencé ma thèse en 2018, où il y avait beaucoup d'articles pour dire le portrait de monsieur Untel qui est devenu exceptionnel et courageux. Voilà. Et quelques années plus tard, où des articles ont commencé à émerger de est-ce que en fait la reconversion c'est un si bon plan, est-ce que ça vient pas aussi avec des difficultés et des contraintes. Et donc il y a eu un peu un effet retardateur en fait une fois qu'on a commencé à en parler, après des gens se sont lancés et on a réalisé que c'était pas si simple. Donc en fait, pour éviter une reconversion un peu précipitée, il faudrait être conscient de toutes ces facettes de la réalité des métiers. Je pense que c'est important pour les personnes qui réfléchissent de bien prendre conscience que en fait ça reste pas forcément évident et que les personnes qui s'en sortent avaient beaucoup de filets de sécurité. Voilà, des soutiens même familiaux, des ressources économiques qui font que ça peut être jouable. C'est pas forcément le cas de tout le monde. Eh bien, merci Antoine Dain pour ces précisions, ces réflexions et puis cette checklist pratique pour pas trop rater sa reconversion dans un métier artisanal. Pour aller plus loin sur ce sujet, nous accueillons Mélanie Murciano, journaliste chez Uzbek Erika,
qui pose la question du phénomène de gentrification donc de l'artisanat, conséquence directe de l'essor de ces reconversions. Bonjour à vous deux et merci beaucoup pour toutes les réflexions et les questionnements que m'ont inspiré vos échanges. Il y en a un en particulier que j'aimerais partager avec vous. Est-ce que l'on ne serait pas en train d'assister à une forme de gentrification de l'artisanat ? Là comme ça, l'idée peut sembler un peu tirée par les cheveux, donc je vous explique. Depuis plusieurs années, on se désole de la gentrification de certains quartiers, une gentrification qu'on nous vendait au début comme une grande marche en avant vers la mixité sociale et qui, disons-le, s'est finalement soldée par une augmentation des prix de l'immobilier dans les quartiers concernés et donc l'obligation progressive pour les couches les plus populaires de bien vouloir s'installer ailleurs. Or finalement, on peut retrouver ce genre de problématique sur les métiers de l'artisanat. D'abord, sur le pur plan philosophique, cette quête de sens est certes belle, mais elle peut avoir quelque chose d'indécent vis-à-vis de ceux qui n'ont pas vraiment eu le choix de leur secteur d'activité, ceux qui ne sont pas nés dans des familles bourgeoises et surdiplômées, et pour qui l'artisanat représente un véritable outil de survie et d'émancipation. Des artisans historiques, si on peut les appeler comme ça, et qui viennent tout de même se faire piquer une partie de leur business par le très bobo Camille, désolé pour le manque d'originalité sur le prénom, diplômé de l'EM Lyon, et qui, lassé de son quotidien dans des open space, trouve beaucoup plus poétique de vendre des fromages 100% bio, 100% sans gluten, 100% sans huile de colza, 100% certifié commerce équitable. Ensuite, et c'est je pense beaucoup plus problématique, en plus de marcher sur les plates-bandes des artisans traditionnels, Camille exerce une forme de concurrence déloyale par rapport à des travailleurs qui n'ont pas le même background et les mêmes diplômes que lui. Car évidemment que Camille va utiliser ses connaissances en marketing, en commerce ou en communication digitale. Il va peut-être même user de ses réseaux pour trouver les meilleurs fournisseurs, le meilleur emplacement, les prêts bancaires les plus intéressants. Ainsi, petit à petit, pour se faire une place sur le marché de l'artisanat, il faudra sortir des grandes écoles de commerce, disposer d'un réseau efficace et d'un sens des affaires des plus affûtés. Et ce n'est pas fini. Au-delà de ces nouveaux backgrounds que pourront un jour exiger les métiers de l'artisanat, il pourrait peu à peu se poser la problématique de l'accessibilité pure et dure à ces métiers. Les écoles qui forment à l'artisanat pourraient évidemment être tentées d'augmenter leurs tarifs, voyant qu'en face, les aspirants bobos peuvent suivre. Les bailleurs qui louent leurs locaux pourraient être pris de la même envie, tout comme ceux qui vendent les outils. Bref, c'est toute une offre qui pourrait devenir plus chère, plus élitiste, plus excluante. Alors évidemment, on ne va pas interdire aux élites surdiplômées de se lancer dans l'artisanat. Mais si cette tendance venait à se poursuivre et à s'amplifier, il faudra peut-être songer à protéger les artisans historiques. Sur ce, je dois vous laisser, car cet après-midi, je commence une formation pour me reconvertir dans la menuiserie. Merci et à bientôt. Merci Mélanie et merci Ouzbek Erika de nous accompagner pour cette saison 7. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de le partager et de nous mettre un commentaire avec votre avis sur les réseaux sociaux ou les plateformes de podcast. C'était Point de suspension, le podcast de l'Unédic, et rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode.